Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Le Libéria prend en main sa sécurité. Ce vendredi marque la fin de la mission de l'ONU dans le pays. La MINUL était présente depuis 2003, mais la police et les militaires libériens sont-ils prêts à prendre le relais ? Reportage à suivre. Au Kenya, les premiers rapatriements commencent. À Dadaab, le plus grand camp de réfugiés au monde. L'ONU a donné le feu vert à ce qui marque la fermeture prochaine du camp, mais cette décision est controversée. Kanye West avec les attributs de Mobutu Mandela en super-héros. Ce sont les œuvres de Fred Ebami, notre invité à la fin de ce journal. Artiste pop-art franco-camerounais, il aime faire sourire et réfléchir. Il nous dira comment, lui qui revient de Dakar et qui expose prochainement à Paris. C'est un tournant historique au Libéria, peut-être même, comme l'affirment les Nations Unies, l'événement le plus important de l'histoire du pays depuis la fin de la guerre civile en 2003. Ce vendredi, les policiers et militaires libériens reprennent le contrôle complet de la sécurité dans le pays, une responsabilité qui était largement assurée par les casques bleus depuis 13 ans. Mais l'heure est aussi au doute, certains doutent des capacités de l'État à payer et équiper policiers et militaires. Ben Barnier. Ces agents de police se préparent à assurer la sécurité aux Libériens. Ils prendront prochainement la relève des casques bleus présents depuis 2003. Un passage de témoin décisif pour la stabilité de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. La nation est prête à assumer cette grande responsabilité. Bien entendu, en matière de sécurité, il y aura toujours des améliorations à apporter, des défis à relever et des lacunes à combler. Mais selon notre politique de sécurité intérieure, nous allons continuer à œuvrer pour renforcer la logistique et la formation. 15 000 casques bleus ont été déployés au Libéria après 2 guerres civiles qui ont causé la mort de centaines de milliers de personnes. Un conflit marqué par l'embrigadement d'enfants soldats par Charles Taylor, devenu par la suite président. La mission de l'ONU avait pour objectif de désarmer les combattants et rétablir la paix, puis de former une nouvelle police nationale et une armée. De nombreux policiers sont satisfaits de leur formation, mais le manque d'équipement est flagrant. Au moment où je vous parle, la police nationale du Libéria a besoin de voitures, de moyens de communication, d'uniformes. En plus des formations, nous avons besoin de logistique. 311 millions d'euros étaient consacrés chaque année à la mission de maintien de paix de l'ONU. Le Libéria projette d'allouer seulement le quart de cette somme pour financer la sécurité nationale pour la première année. La corruption chronique qui ronge le pays laisse craindre des failles pour la tenue d'un budget transparent. Mais malgré les défis à venir, les Libériens veulent désormais assumer leur sécurité eux-mêmes. Au Kenya, les autorités annonçaient depuis plusieurs mois la fermeture du camp de Dadaab. C'est le plus important au monde, avec plus de 30 000 réfugiés. Les premiers rapatriements ont finalement eu lieu aujourd'hui. Le camp devrait être fermé avant mai 2017. La grande majorité des réfugiés doit être envoyée en Somalie, mais leur sécurité est loin d'être garantie. Pour en parler, nous rejoignons à Nairobi notre correspondant, Bastien Renouille. Bastien, bonsoir. Alors, qui sont les premières personnes rapatriées ce vendredi ? Eh bien, la plupart de ces personnes sont des Somaliens. Ils ont fui leur pays au cours des 25 dernières années, à chaque nouvelle crise, qu'il s'agisse de la guerre civile, de la famine ou plus récemment des attaques terroristes. Mais Dadaab, comme vous l'avez dit, ce sont des centaines de milliers de personnes. Le camp de réfugiés était prévu au départ pour 90 000 individus, jusqu'à devenir ce que les humanitaires appellent aujourd'hui le monstre. Alors en 2012, près de 500 000 réfugiés peuplaient le camp, qui est encore aujourd'hui la 3e agglomération du Kenya. Cela faisait des années que ses habitants étaient menacés, le Kenya répétant régulièrement sa volonté de clore Dadaab, mais jusqu'à présent, le pays revenait toujours sur sa décision, et c'est ce qui change cette fois, le processus est bel et bien enclenché. Donc dans un premier temps, 150 000 volontaires doivent être rapatriés en Somalie avant la grande fermeture du camp prévue en mai 2017. À ce moment-là, ce sont 326 000 personnes qui auront dû quitter Dadaab. Alors l'ONU a accepté ce plan de rapatriement, mais il reste quand même très contesté. Eh bien oui, car renvoyer des réfugiés chez eux est contraire aux obligations du Kenya en vertu du droit international et risque de mettre les vies de ces centaines de milliers de personnes en danger, car la Somalie est fortement touchée par le terrorisme. Tout le sud du pays est notamment contrôlé par la milice islamiste Al-Shabaab. La quasi-totalité des organisations humanitaires s'opposent donc à ces renvois. Par contre, comme vous l'avez dit, l'ONU, qui s'est longtemps dit fermement opposée à la fermeture du camp, a finalement dû plier face aux arguments du Kenya. En plus des coûts exorbitants qu'il engendre, Dadaab serait selon le gouvernement un camp où de nombreux terroristes sont recrutés. Sa fermeture serait donc une question de sécurité nationale, des arguments contestés par de nombreuses ONG.
pour lesquels la présence de recruteurs n'a jamais été prouvée. Merci Bastien Renoul, vous étiez en direct de Nairobi. 3 personnes infectées par Zika ont été détectées en Guinée-Bissau, sur l'archipel de Bijagos. Les experts craignent que ce petit pays soit la porte d'entrée du virus en Afrique de l'Ouest. La Guinée-Bissau est le 2e pays du continent touché par le virus Zika après le Cap-Vert. Ce vendredi 1er juillet, c'est en France la mort du sac plastique. Il ne sera plus distribué dans les supermarchés. Et la Tunisie veut également mettre cette mesure en place d'ici l'an prochain. Une nécessité tant les sacs plastiques sont en passe de détruire les paysages tunisiens. Néanmoins, cette mesure est loin de faire l'unanimité. Voyez ce reportage sur place de nos correspondants Sandro Lutiens et Hamdi Tlili. Voici ce qu'on appelle des sacs plastiques poids légers à usage unique. C'est l'objet quotidien des grandes surfaces et des marchés locaux où certains en ont même fait un petit commerce. Mais l'activité de ces revendeurs de sacs est aujourd'hui en danger. Je vends des sachets, je n'ai aucun travail. Bon, ils interdisent, mais après, ces gens, d'où ils vont manger? Mais j'ai 6 enfants. 1 milliard de sacs plastiques seraient consommés tous les ans en Tunisie, dont 80% finissent dans la nature selon le gouvernement. Alors, pour combattre la pollution, l'État prévoit d'interdire les sacs plastiques non biodégradables dès 2017. L'interdiction serait aussi un coup dur pour les industriels du secteur. En place depuis une vingtaine d'années, cette entreprise familiale produit 100 tonnes de sacs plastiques par mois. On va devoir réduire notre production de moins 50%. On a 60 ouvrières, donc au moins 30 d'entre elles n'auront plus de travail. Pour conserver les emplois, les autorités comptent sur une reconversion des industriels vers une production de sacs durables. Mais l'État a du mal à convaincre, même du côté des écologistes comme l'association Tunisie Recyclage. Ici, dans le nord de Tunis, des bénévoles récupèrent tous les mois jusqu'à 5 tonnes de déchets. Il faut être très clair en termes de loi, c'est bien. Donc je peux pas contester une loi pareille, donc on a besoin de ça. Mais dans un autre côté, c'est un peu flou. Est-ce qu'il y a eu avant une sensibilisation donc, des collectivités et des citoyens donc, pour la réduction de l'utilisation de sacs plastiques? Ça, on n'a jamais vu. Qu'est-ce qu'on va faire des sacs plastiques qui traînent? Aujourd'hui, l'État rachète le plastique à des collecteurs de rue, mais à environ 20 centimes pour 1 kilo de sachet. La gestion des déchets peine encore à mobiliser les Tunisiens. Ces œuvres aux couleurs flashy fait popper notre cerveau. Fred Ebami est l'invité du Journal de l'Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste pop art franco-camerounais. Vous exposez le 9 juillet au musée Dapper à Paris, un musée spécialisé dans l'art africain. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler de vos œuvres. Donc le pop art, c'est des couleurs flash qui attirent l'œil. Et vous l'utilisez pour faire ressortir des messages conscients, des messages politiques. Est-ce que c'est le pop art qui sert le message? Vous avez utilisé le pop art pour faire un message? Déjà, c'était complètement naturel. C'est une voix qui est en moi, qui a voulu parler. Et la seule façon dont je pouvais parler, c'était justement avec l'image. Donc, c'est le mélange des deux. C'est le pop art qui sert un message et le message qui sert le pop art. Il y a justement ces œuvres qu'on voit actuellement, les boîtes de conserve Grand Bled Plur. C'est pour prendre des doses d'histoire. Il y a le Grand Bled Mandela, Sankara, Chiranta Diop. En fait, ce concept, il découle du concept de la canne de soupe de Warhol. J'avais fait une première série qui reprenait là où Warhol avait laissé la soupe, c'est-à-dire prendre des soupes du monde entier qu'il a oublié de mettre dans ses prints. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aller plus loin et justement utiliser ces héros africains et utiliser cet objet iconique qu'on connaît déjà, la canne de soupe, et justement mettre cette bouillie d'espoir, de futur, de message, et le vendre et le donner aux jeunes qui arrivent et à la population parce qu'on en a besoin. Alors vous me disiez tout à l'heure, juste avant qu'on commence cette interview, vous êtes citoyen du monde, franco-camerounais, vous vivez maintenant à Londres, vous exposez aussi un peu partout dans le monde. Et a priori, pour quelqu'un qui, comme vous, n'aimait pas trop exposer ou s'afficher, est-ce que vous y avez pris goût? J'y prends goût parce que je rencontre des gens, j'échange. Quand je crée, je suis un peu tout seul dans ma bulle. Et là, ça me permet de communiquer parce que
je me suis rendu compte que j'avais un sacré besoin de parler aux gens et j'avais un sacré besoin de me retrouver avec des gens qui avaient envie d'échanger, de se rencontrer. Et ma timidité est toujours là, mais je prends goût à rencontrer les gens. Ça, vous en sortez bien pour l'instant. Est-ce que ça vous nourrit davantage pour vos créations ? Complètement. Le fait de voir différentes cultures, différentes personnes, même des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, ça m'apprend. On dit la vie est une perpétuelle éducation. Et je pense que le jour où j'arrêterai de m'éduquer, c'est quand je m'en irai pour toujours. Alors, vous avez aussi un message, on l'a vu, politique à véhiculer. En tant qu'artiste, vous voulez aussi aider les artistes africains. Vous dites qu'ils manquent de reconnaissance. En quoi cette image actuelle de l'art africain ou des artistes venus du continent vous gêne ? Déjà, à l'origine, en Afrique, l'art n'est pas considéré comme quelque chose de sérieux. Parce que ça ne ramène pas de l'argent, parce que si on n'est pas docteur ou avocat, ça ne sert à rien. Et il y a beaucoup d'artistes, africains entre autres, qui sont super géniaux, qui font des trucs super... En fait, c'est les mentalités des familles qu'il faut changer ? Pas seulement des familles, même le gouvernement. Je vais peut-être dire un truc qui va choquer beaucoup de gouvernements, mais le gouvernement ne s'investit pas dans l'art. Parce que justement, ça ne rapporte pas. Donc nous, le boulot qu'on fait, c'est ça. Si on a de la lumière, le ramener à ces jeunes qui sont là-bas, qui font quelque chose et essayer de leur donner justement ce peu de lumière que nous, on a, quoi. Et vous avez un projet concret qui vous tient à cœur. Vous aimeriez ouvrir une école d'art à Douala, une école gratuite. Pourquoi est-ce que vous avez ce projet ? Parce que, comme on dit aux États-Unis, une civilisation qui m'a beaucoup apporté, vu que le pop art, c'est beaucoup américain. Il y a une notion de give back, c'est-à-dire quand tu as, tu redonnes. Et ces jeunes qui sont là-bas, il n'y a personne qui les aide. Si moi, j'ai l'occasion de pouvoir le faire, je ne vois pas pourquoi je devrais les faire payer. Je veux dire, mon rêve, ce serait de créer un endroit où ils se rencontreraient, où ils s'épanouiraient, et qu'ils... eux, à leur tour, avec la visibilité qu'ils auraient, fassent de même pour les plus jeunes, les autres, qu'on se rende compte que l'art, c'est quelque chose de super fort, de super génial, et que ça sert à quelque chose. En tout cas, pour vous rencontrer, ça peut être le 9 juillet au musée d'Upper à Paris, où vous allez exposer. Merci Fred Ebami d'avoir été l'invité du Journal de l'Afrique. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition, mais restez avec nous. L'info continue sur France 24. Billet retour. Tarek, Jalal et Sobhi. Ils sont nés dans les années 80 dans les camps de Sabra et Shatila à l'ouest de Beyrouth. Ces trois copains auraient pu choisir le chemin de la violence et des armes. Malgré la précarité et l'insécurité, ils ont préféré créer il y a 5 ans une école au cœur des camps. Fondée sur une amitié indéfectible, cette école a peu à peu changé le quotidien des enfants réfugiés. Aujourd'hui, l'espoir d'un avenir au-delà des camps est enfin permis. Billet retour, à voir sur France 24 et sur France24.com.